Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mardis, tous les mercredis et les vendredis, autant pour moi, à 20h00 heure du Cameroun. Donc voilà. Donc, si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc, on va commencer avec la première histoire. Allô DMG, j'espère que vous allez bien. Bien le bonsoir à toute la communauté de DMG TV. Partagez, likez et commentez. Bien, je vous envoie cette note du Togo et pour vous raconter une histoire qui s'est passée et qui continue de se passer en quelque sorte. Donc c'était dans, je vais planter un peu le décor, dans les années 90, 11, 12, 13. Il y avait les mouvements sociaux, politiques ici au Togo. Et entre-temps, il y avait des déplacements de population ici et là. Bon, c'est la crise, hein, tout le monde. Donc, il y a certains quartiers où on ne voulait pas voir certaines têtes. Donc, nous, dans notre quartier, bon, tout le monde venait clandoter parce que c'est une banlieue. Tout le monde venait de quelque part. Donc, il n'y avait pas de problème. Et il y a eu une famille qui a dû clandoter un moment chez mon papa. Nous, on était des enfants, donc ils ont clandoté 1 ou 2 ou 3 mois. Et heureusement ou malheureusement, il y a eu une chambre qui s'était libérée dans la maison d'à côté de chez nous. Et la famille a pris cette chambre-là. Il va s'agir ici de la femme. Nous allons l'appeler Maman Po. Donc, Maman Po, c'est le genre de personnage qui a une langue fourchue. Quand elle vous lance un mot, ça va vous faire mal jusque dans vos entrailles. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là toujours à chercher noise à tout le monde, à bagarrer ici et là. Ah! Bon, je ne sais pas si c'est les mouvements là qui l'ont rendu aigri ou bien c'est de sa nature. Donc, la nouvelle maison qu'ils ont prise là, il y a eu entre-temps un jeune couple, une jeune fille et son mari venaient à peine de se marier. Eux aussi, ils ont pris une chambre dans leur maison là. Ah, les pauvres colocataires de cette dame-là. C'était la bagarre tout le temps, les chamaillades. Tout le temps, la pauvre jeune mariée, elle faisait les frais. Elle n'arrivait pas à parler. Donc, moindre geste, la dame là l'insultait, lui faisait bagarre et tout. Elle est là. Et un jour, au cours de l'une de leurs multiples disputes là, Maman Po dit à la jeune mariée que, bon, elle était enceinte en ce moment, la jeune mariée était enceinte en ce moment. Elle lui dit, toi là, je te jure, le jour où tu vas aller en couche là, on va venir t'exposer ici, les mouches vont bourdonner autour de toi. Tenez-vous bien, quand la jeune fille est allée pour accoucher, elle est réellement décédée. Paix à son âme. C'était une jeune fille qui ne parlait même pas, qui n'arrivait même pas à s'exprimer. Malheureusement, elle n'avait pas, quand la dame a dit ça, elle n'a pas vite compris. Bon, personne n'a compris puisque ce qu'elle a dit là, c'était vraiment en parabole, en couche. Et elle n'a pas prononcé le mot décédé, donc les gens ne pouvaient pas faire le... Bon, peut-être que certains ont compris. Bon, nous, on était encore des enfants. Donc, c'est comme si elle n'a même pas compris et elle n'a pas dit ça à sa famille. Mais quand elle est décédée, il y a certaines personnes du quartier qui ont eu à dire ça à la maman de la jeune fille, qu'il y a eu un jour comme ça, une bagarre et puis est-ce que ta fille t'en avait parlé? Donc ça veut dire que certains ont compris le parabole que Maman Po avait lancé. Et je vous jure que la dame, la maman de la jeune fille, elle était dans tous ses états. Elle est arrivée. Notez que la maman de la jeune fille était une béninoise, une bénino-togolaise, voilà. Donc elle a atterri dans la maison. Elle a commencé à appeler tous les dieux de son village. Tout, un à un. Helou,
Helou. Helou, bon, c'est un cri de vengeance. Ici, chez certaines tribus du sud, quand on dit Helou, c'est qu'on appelle la vengeance du dieu là, du dieu sur la vengeance, quoi. Donc, elle disait ça à tout bout de champ. Elle a fait ça et elle est partie. Et le jeune marié a déménagé. Bon, le temps passe, 1, 2, 3 ou 6 mois comme ça. Maman Po commence quelque chose comme quelqu'un qui berce un peu dans l'alcool et puis, mais bizarrement, c'est que un petit verron, très tôt déjà le matin, un petit verron et maman Po part déjà en vrille. Partout, elle passe des nuits dehors. Parfois, c'est minuit, vers minuit, son mari, lui, il était docker, donc il travaille de nuit. Donc, parfois, c'est minuit qu'on vient cogner. Comme ils ont une fois clandoté chez nous, bon, les gens pensaient que c'est une famille à nous, c'est des parents à nous. Mais... Donc, à chaque fois qu'on la ramassait quelque part dans une gare donnée, c'est chez nous qu'on vient cogner. On vient cogner à la porte de papa. On a retrouvé votre soeur ou bien votre tante là, et endormie quelque part, bien bagarrée avec des blessures partout. Parfois même, bon, on se disait que même que peut-être même qu'elle a été violée des fois, puisque parfois on la ramène, elle n'était même pas elle. Comme ça, et maman Po a commencé comme ça. Elle finissait un peu. Et à la fin, elle est morte aussi. Elle a souffert, hein, elle a souffert. À la fin même, c'était cirrhose et toutes les maladies de poumon et tout. Et elle est partie. Le hic, c'est que quand elle part, sa fille cadette, elle avait au total 4 enfants, un garçon et puis 3 filles. Sa fille cadette, sa deuxième fille, recommence les mêmes symptômes. Une toute petite fille qui est à peine sortie de l'adolescence, qui commence à faire des compagnies. Elle aussi, la bagarre, elle se saoule. Et elle... Oh Seigneur. Et à un moment donné, bon, c'était même plus ça, c'est comme si c'était la folie. Et un jour, un midi comme ça, en plein grand marché, d'un des grands marchés de chez nous ici, il y a un gros camion qui la tamponne, complètement écrasé. On ramasse, on va au papa, il va enterrer. C'est à ce moment que les gens ont commencé à bavarder. Papa, toi aussi fais quelque chose. Tu es là, et ça fait comme ça, tu es là. Lui, le mari là, je signale que lui ne parlait même pas. C'est sa femme qui était bagarreuse. Bon. Donc, il est là comme ça. Quand celle-là meurt, la fille aînée reprend le flambeau. Mais c'est quelle histoire? La fille aînée là, elle est comme son papa. Elle ne parle même pas. Quand tu lui poses une question pour te répondre, c'est un problème. Elle fait juste un petit sourire, un beau sourire comme ça. Et elle était même déjà mariée. Elle avait même 4 enfants. Elle a même 4 enfants. Actuellement, je parle. Elle continue. Elle est en phase même. Je ne sais pas comment décrire ça. C'est-à-dire la fille qui ne parlait pas là. Elle a commencé à faire comme ça, maman, textuelle, bagarre, menace, verron et à partir en vrille et tout. On la ramasse partout. Le papa est là, il ne dit rien. Bon, entre-temps, il avait construit un peu loin de la ville, éloigné de la ville. Donc, quand il a un peu déménagé, bon, les enfants, il n'y a que les 2 petits là qui ont suivi le papa. Il est parti. Mais les 2 jeunes étaient restés ici, par derrière ici, pour je ne sais pas quoi faire, mais bon. Et c'est comme ça. Maintenant, les gens, même, il y a même entre-temps un homme qui disait, qui disait d'aller dire ça pour la grande fille là, d'aller dire à son papa que lui ne veut que son oui pour aider sa fille. Mais bon, on connaît maintenant ce que c'est que la vie. Quand quelqu'un te demande ton oui pour disposer de la vie de ton fille, de ton enfant, pardon, et de ton enfant, on sait ce que ça peut donner. Donc, le papa, il est là, il dit, bon, que Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Et on est là comme ça, on regarde la fille aînée de maman Po, et ça déchire le cœur. C'est une fille qu'on a connue. Et les enfants, ces enfants, ces 4 enfants qui sont là, bon, Seigneur, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais c'est déjà parti en vrille. C'est déjà gâté, comme on le dit. C'est déjà gâté.
Mais depuis là, on ne voit plus le papa. Et depuis qu'il a regagné son truc là, sa maison là-bas. Quand la deuxième fille était morte et on l'a appelé, c'est en ce moment-là qu'on l'a vu. Et après, il est reparti dans sa maison et puis c'est fini. Il s'est enfermé là-bas. Et la fille là, elle est comme ça, elle traîne dans la poussière. Et dernièrement, c'est que les gens, là où elle habitait, là, elle avait son atelier. Et c'est dans l'atelier qu'elle venait se coucher. C'est une coiffeuse. Donc, on a cassé son atelier là. Donc, elle est là à errer. Et ça continue. C'est comme une petite soeur pour moi. Donc, ça me déchire le cœur. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Nous tous, on a nos cultures différentes. Et le papa, il ne va à aucune église. Il ne veut même pas venir pour qu'on lui parle ou quoi. Bon, on ne sait pas quoi faire. Et voilà, vous voyez des gens qui ont des langues qui peuvent... Bon, cette femme-là, on disait, il y avait une femme aussi qui avait résidé dans la maison avec elle. Elle lui avait dit qu'elle va devenir folle. Et elle est devenue folle aussi. Vous voyez, des gens qui ont des langues qui disent des choses qui peuvent arriver, mais qui ne peuvent pas dire des bonnes choses. Hein. C'est des malédictions seulement que les gens la prolifèrent. Et puis, voilà, DMG. Aujourd'hui, j'ai été un peu longue. Bon, je m'en excuse, mais il fallait que je donne certains détails puisque ça fait mal. Donc, bonsoir et partagez, likez surtout. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Voilà, je préfère mieux raconter en même temps mon histoire, puisque attendre après, peut-être que je sais pas. Bon, c'était un jour, j'étais allée saluer ma soeur. Moi, je suis ivoirienne. Je n'aimerais pas, comment on appelle, dire mon nom, parce que si je dis mon nom, on saura aussi qui est en train de parler. Mais ce que j'aimerais dire, je suis une ivoirienne. Je suis dans un quartier qu'on appelle, je suis à Yopougon. Et le quartier où je suis, je devais m'y rendre à le quartier. Il y a un autre quartier qu'on appelle Abobo, où est la voie sur la voie. Maintenant, ils ont arrangé la voie. C'est la même voie qui part vers le stade IPMB. Donc, la voie a été rétablie, qui a été arrondie, comment on appelle, ils ont agrandi la voie. Donc, sur cette voie-là, vraiment, cette voie avant, c'était très dangereux. Je suis partie voir ma soeur. Et lorsque je rentrais vers je crois qu'il était 19h. Et j'ai dit à ma soeur que je vais rentrer à la maison. Et elle m'a accompagnée, on est arrivé en bordure de la route. Et c'est là qu'elle m'a laissé. Il y avait chez nous ici le véhicule qu'on emprunte, on appelle le Baka. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ce véhicule. Les Ivoiriens le savent. S'ils sont à l'écoute, ils sauront de quel véhicule je parle. Et lorsque je suis montée dans ce véhicule, il y a tous ceux qui étaient dans le véhicule, il y avait certains complices. Moi, je ne savais pas parce que j'étais pressée. Et je voulais rentrer à la maison rapidement. Je n'ai même pas regardé de gauche à droite. Je n'ai pas remarqué aussi. À ma grande surprise, nous sommes montés. Et de suite, les gens montaient. Il y avait une dame qui était dans le véhicule. Je vous explique parce que j'ai échappé à la mort. Et il y avait une dame qui était assise. Et la dame, elle était en complicité avec eux. Moi, je ne savais pas. Elle avait deux fêtous de gaz. C'est-à-dire, pour nous dissuader, pour nous distraire. Cette dame-là parlait beaucoup dans le véhicule. La femme parlait beaucoup. Elle parlait. Bon, moi, je n'ai pas vu dessus. Elle parlait beaucoup. Et on était sur la voie, là. On venait. Et il a dit qu'il y a un problème d'électricité. Donc, il va s'arrêter. Or, c'était un coup. Ils ont garé là. C'est-à-dire que... vraiment. Excusez-moi, mais l'émotion est trop forte. C'est trop fort. Et lorsque le véhicule a garé, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Parce que vous avez dit qu'il y a un problème d'électricité dans le véhicule. Mais c'est le véhicule, vous devez rentrer pour voir. Ce sont les pneus. Le chauffeur est descendu, l'apprenti est descendu et ils sont en train de taper le pneu. Je ne sais pas qu'est-ce que les deux faisaient, mijotaient, les deux ils étaient en train
comment on appelle, de parler à petite voix fine façon des deux. C'était bizarre. Et il y avait un autre qui était assis à côté du chauffeur. Il est venu tout juste, c'était fermé. Il a verrouillé, puis on est là, il a garé là. Carrément, il a été animé sur nous. Il dit, ah, mais je ne comprenais rien. Et j'ai dit, ah, chauffeur, moi je vais uriner. Oh. Comme vous avez fait, parce que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais en danger. Mais je ne me suis pas manifesté pour afficher devant tout le monde parce qu'ils ne savaient pas ils allaient me faire du mal là. Donc, j'ai fait comme s'il n'y avait rien. J'ai dit, mais apprends-tu, mais je voulais uriner. Et il a dit, vous voulez uriner, madame? Oui, comme vous avez fermé là, j'ai parlé doucement sans bruit. Et quand il est venu, il venait ouvrir, il y a un autre qui est venu monter, qui est venu s'asseoir. Et puis je le regardais. Donc il a su que j'ai commencé à suspecter quelque chose. Il a commencé à crier sur moi, madame, vous me regardez pourquoi? Nous tous qui sommes dans le véhicule ici, là, on est des clients. Il a commencé à s'affoler. Tu me regardes pourquoi? Pourquoi tu me regardes? J'ai dit, hé, j'ai commencé à prier dans mon cœur. Et je suis descendu du véhicule. J'ai fait semblant d'aller m'asseoir dans les herbes comme si c'était ruiné. J'ai vu l'apprenti et les chauffeurs qui sont dirigés. Ils ont traversé la route. Et ils sont allés où il y a les herbes. Ceux qui connaissent, il y a une forêt à côté. La forêt là, elle n'était pas clôturée. Donc c'est la forêt là. Ils sont allés s'arrêter. Ils ont fait semblant d'uriner, mais ils sont en train de planifier leur coup. Quand j'ai vu cela, je me suis levé doucement. Je suis venu m'arrêter au bord de la route. Et il y a un monsieur, et je priais. La prière est bonne, oh. Mes frères et sœurs, quand on sort là, on n'a qu'à prier. Parce que tu ne sais pas si quand tu vas rentrer à la maison là, excusez-moi, parce que tu ne sais pas si quand tu vas sortir de la maison, si tu vas rentrer. Vraiment. Et j'ai commencé à prier. Et tout à coup, je vois un monsieur qui est descendu d'un véhicule là-bas. Il dit, vous faites quoi dans le noir ici? Ici, là, c'est dangereux. Vous faites quoi ici? J'ai dit, hé Dieu, je n'ai même pas dit un mot. Il dit, attendez, il y a un taxi compteur qui va venir. Nous tous, on va monter. Mais chacun va payer. Hé monsieur, merci. Même si c'est 1000 francs, mais 2000, que j'arrive à destination. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, nous tous, nous sommes montés. De là, chez moi, c'était plus trop loin. Donc, je suis monté, j'ai commencé à prier. Ceux qui ne sont pas suspects, qui sont venus me rejoindre, sont montés dans le véhicule à moi. Et on est parti. On est resté silencieux dans le véhicule, on s'est que je suis arrivé à destination. Vraiment, DMG, merci. Parce que votre émission, elle est bonne pour pouvoir expliquer. Chacun explique ce qu'il a vécu. Vraiment. Quand nous sortons là, on ne sait pas si on va revenir à 2500. Donc vraiment, quand tu sors, mais quand ton mari sort, ou quand ta femme sort, elle va au travail, il faut prier pour elle, pour dire, ah, de la protéger. Vraiment. Merci. Merci pour votre émission. Et que Dieu veille sur nous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Allô, bonjour DMG. J'espère que tu vas bien. Alors, voilà, donc je t'envoie donc cette petite note vocale pour participer à ton émission. Et franchement, je te dis chapeau. Hein. Franchement, tu as trouvé le bon filon. C'est vraiment une émission d'utilité publique. Ça aide beaucoup de personnes. Et franchement, vraiment que Dieu te bénisse et que cette émission dure encore longtemps. Bon, bref. Je passe donc au vif du sujet. Alors, pour mon histoire, je tiens à préciser, hein, donc je suis originaire de la RDC, mais donc depuis les années, on va dire 2010, hein, donc je fais régulièrement des navettes au Gabon et je suis initié au Bwiti. D'accord, donc je me suis plusieurs fois initié au Bwiti et ça a de l'importance pour justement donc l'histoire que je vais raconter. Alors, cette histoire en fait, elle est pour mettre en garde, hein, parce que j'en connais beaucoup moi des jeunes là ou des personnes un petit peu inconscientes qui veulent s'amuser à faire des voyages astro un petit peu en désordre quoi. Donc moi je suis sur Paris
Et donc, je me rappelle à l'époque, donc c'était en 2016. Donc je travaillais dans un endroit, hein, et j'ai rencontré donc en fait un collègue, hein. Donc le gars c'était un blanc quoi, donc un Français. Et quand tu regardais la personne en question, tu sentais que derrière lui en fait il véhiculait quelque chose de lourd quoi. Spirituellement il y avait vraiment, il avait toutes les peines du monde et il ne lui arrivait que des malchances. Donc bon, moi, comme j'avais un petit peu, comme j'avais l'œil ouvert et que je voyais certaines choses sur lui, il me faisait de la peine, hein. Il me faisait vraiment beaucoup de peine et je me suis dit, bon, allez, je vais l'aider. Et j'ai essayé de l'approcher, j'ai essayé de lui parler un petit peu de choses spirituelles et tout, mais le gars, il était super réticent, quoi. Donc bon, tu vois, toi, tu veux aider quelqu'un et quand tu vois que la personne en face de toi, elle est réticente, bon, j'ai pas trop insisté. Mais vers la fin en fait de sa mission, le gars est quand même venu me voir et bon, il m'a raconté un petit peu les déboires qu'il rencontrait dans sa vie. Et moi, je lui ai dit, bon, écoute, personnellement, moi, ce que je vois, hein, je te dis que tous les problèmes que tu as, c'est des problèmes d'ordre spirituel. Donc, enfin, le seul moyen que moi, je peux te donner, en fait, pour t'aider un petit peu, je lui avais donné à l'époque en fait l'adresse d'un prêtre exorciste que je connaissais éventuellement pour que eh bien le prêtre puisse faire le nécessaire pour lui quoi. Bon, ensuite après j'ai perdu de vue hein, la personne. Et on s'est revu, je crois, donc c'était en 2017, hein, je crois, donc quelques années après. Je revois la personne dans une autre mission. Et là, donc, je lui pose les questions. Et alors, il y a eu du changement un petit peu dans sa vie. Le gars, en fait, il s'était reconverti. Je crois qu'il était rentré dans la philosophie un peu bouddhiste. Et là, il s'était un petit peu ouvert à tout ce qui était spirituel. Donc, je lui avais demandé s'il était parti voir le prêtre. Et il me dit oui, mais bon, apparemment que le prêtre en question n'avait pas été très compétent, qu'il avait plus passé son temps à lui poser des questions, qu'il avait plutôt brimé. Et donc, du coup, ça l'avait braqué un petit peu. Bon, mais moi, quand je le regardais spirituellement, donc avec l'œil spirituel ouvert, je voyais que ses problèmes étaient toujours là, quoi. Et donc je lui pose la question, je lui dis, mais bon, et qu'est-ce que tu fais en ce moment pour essayer de résoudre tes soucis? Et là, le gars, il me dit, oui, non, là, maintenant, je fais du bouddhisme et tout, donc je pratique, etc. Bon, moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Le problème, c'est que moi, avec la charge mystique là que je voyais que le pauvre gars il avait sur lui, je me disais le gars c'est un petit novice, il connaît pas encore très bien les rouages et les rudiments spirituels, tout ça. Moi je m'étais dit ça allait être un peu compliqué pour lui. Et donc au fur et à mesure on a sympathisé et on a commencé à parler de spiritualité. Bon, moi bien sûr moi tout ce que je fais en spiritualité je le garde pour moi, hein, donc je parle pas trop. Donc lui, il a commencé à s'épancher sur sa pratique de bouddhisme, etc. Et moi, je lui donnais des conseils par rapport à sa pratique. Et donc, on en arrive donc au vif du sujet. Le type, un beau jour, alors je ne sais pas ce qu'il a piqué, quelle mouche l'a piqué, il vient me voir et il me dit, oui, tu sais quoi, ouais, là j'ai envie de me lancer dans les voyages astrales et tout, dans les voyages astro. J'ai regardé des vidéos sur le net, j'ai lu quelques petits livres, apparemment il paraît que c'est extra, etc. Donc le gars me parle de ça. Alors, bon, tu te doutes bien, moi étant bouddhiste, les voyages astro, je connais. Je connais aussi ce qu'il y a derrière. Et je sais aussi que bon, bien que oui, effectivement, quand on est bien préparé, il y a des zones de l'astral qui sont effectivement très plaisantes. Mais quand on n'est pas très bien préparé et qu'on veut faire ça à l'arrache, il y a aussi des dangers derrière, hein, parce qu'il y en a qui y restent, hein. Donc je connais plein d'anecdotes comme ça. Puis bon, voire même moi, hein, des voyages que j'ai pu faire, je sais que de l'autre côté, c'est un peu chaud, quoi. Donc, faut vraiment être préparé pour faire ce genre de choses-là.
Et du coup, donc quand il me parle de ça, je regarde le gars, je me dis, mais le type déjà, il a une charge mystique sur lui, quelque chose de lourd, il y a quelque chose de lourd qui le suit, et il veut se permettre de sortir comme ça, pourquoi? Pour qu'il se fasse choper quand il va partir de l'autre côté par l'entité là qui est en train de le charger. Non, moi j'ai vu ça, je me suis dit non, je peux pas laisser faire ça, quoi. Et donc, je dis au gars, donc j'ai tout fait pour l'en dissuader. Alors à chaque fois, il venait me voir, il essayait de me poser des questions là-dessus. Bon, à chaque fois, je bottais en touche. J'ai tout fait pour essayer de l'en dissuader. Et mais le mec, il insistait, non, et tout, faut absolument que je fasse des voyages astro, dans ma vie, je m'ennuie, etc. Bon, moi, j'ai essayé de lui donner des petits conseils par rapport au danger qu'il pouvait y avoir, mais bon, le mec, il voulait pas écouter. Du coup, je crois que ça a mis à peu près 2 ou 3 mois de ça. Au bout de 2 ou 3 mois, le gars vient me voir et me dit oui, j'ai trouvé une méthode pour faire des voyages astro et tout. Voilà, c'est un truc que j'ai trouvé sur internet et j'ai tenté. Alors il m'explique, hein, donc oui, au début j'ai eu un peu de mal, mais au final j'ai quand même réussi. Alors là, je regarde le gars, je lui dis ah bon, ok, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors il commence à me raconter sa première sortie en astral. Il s'est retrouvé dans un pays un peu spécial, un peu glauque, dans des endroits un peu sombres comme ça. Et dès qu'il a commencé à me raconter le type de voyage qu'il faisait, moi-même je me disais dans ma tête, mais le pauvre gars, quoi, mais dans quoi est-ce qu'il est en train de se mettre là? Lui, il sait pas, hein. Bon. Et bon, il a pris l'habitude, hein, après, par la suite, de me parler et de me raconter tous les voyages qu'il faisait. Alors, à un moment, il s'est retrouvé, soi-disant, dans une sorte de planète. Et là où ça a commencé à me faire tiquer, et où j'ai vu qu'effectivement, ça n'allait pas du tout, un beau jour, il vient me voir et me dit, oui, voilà, j'ai rencontré pendant mon voyage astral, j'ai rencontré des femmes, elles étaient très, très belles, très mignonnes. Oui, j'ai commencé à coucher avec, etc. Oula. Et là, je regarde le gars. Et je dis, mais t'es sérieux quand tu me racontes ça? Et il me dit, oui, 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 oui. Et là, j'essaye de le mettre en garde, quoi. Je lui dis, mais tu sais pas que dans les voyages astro comme ça, quand tu rencontres des femmes qui viennent pour coucher avec toi, t'as jamais entendu parler de ce qu'on appelle des succubes? Le mec, il me dit, ah bah non, bah non. Je dis, mais on fait pas des trucs comme ça, quoi. Je lui dis, tu sors, bon, ok, tu es arrivé à sortir de ton corps physique, ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses qu'il faut pas faire. Je lui dis, tu sais pas que les choses là que tu fais, ça peut t'amener à ce qu'on appelle des infestations, voire même, qui plus est, la possession même. C'est dangereux ce que tu fais là. Quand tu sors en astral comme ça, ne cherche pas à coucher avec des gens, enfin des personnes que tu connais pas. Le type, bon, j'avais beau lui dire, hein, c'est comme si, comme on dit, c'est comme si je pissais dans un violon. Donc du coup, il continue encore à faire ses voyages. Il avait l'air d'être tout content, hein. Et moi, il m'expliquait que lui, en fait, c'était une sorte de défouloir pour lui parce que c'est vrai que dans sa vie personnelle, il avait du mal en fait à rencontrer des femmes. Et le fait qu'il puisse en rencontrer et qui plus est des mignonnes dans ses rêves, eh ben, pour lui, c'était le top. Bref. Je crois même qu'un jour, je me suis énervé contre lui, hein. Je lui ai dit, écoute, moi, tes histoires de voyage là, c'est même plus la peine de venir m'en parler parce que et je m'étais fâché ce jour-là. Je lui ai dit le jour où tu vas avoir des problèmes et où tu vas avoir affaire à des entités démoniaques qui vont venir te menacer, faut pas venir me voir. Eh ben, ça a pas loupé, hein. C'était comme si je lui avais fait une prophétie. Le gars, un jour, il m'appelle en catastrophe. Il m'appelle en catastrophe comme ça et tout. Oui, s'il te plaît, il faut que je te parle. Et puis bon, moi, je répondais plus, quoi, parce que bon, franchement, les voyages astro glauques là qu'il faisait, non, quoi. Ça m'intéressait pas. Et il m'appelle comme ça en catastrophe. Oui, il faut que je te parle. Il m'est arrivé quelque chose de bizarre. J'étais chez moi et tout. Bon,
Comme j'ai vu que bon, il avait insisté, je crois qu'il m'avait laissé au moins 10 appels en absence. Donc je l'appelle, je dis oui, bon gars, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, le type me dit, oui, faut que tu saches une chose et tout. Ouais, la veille, bon bah il était encore parti dans ses rêves un peu bizarres. Il avait effectivement rencontré, soi-disant donc une de ces belles femmes dans l'astral de l'autre côté. Et donc il s'était réveillé. Donc le lendemain de cette rencontre plutôt, le type me dit que alors qu'il était, il devait être 6 heures du matin, le type il avait les yeux ouverts, il a senti en fait il a senti une présence dans son lit, hein. Donc il a senti comme une présence, il m'expliquait, hein, une présence de femme, et dans son lit, c'était comme dans un film d'horreur, hein. Son lit en fait, juste à côté de lui, son lit s'est affaissé en fait. C'est comme s'il y avait une trace, comme si quelqu'un s'était couché à côté de lui et il voyait en fait les traces du corps, mais physiquement, hein. Là, ça se matérialisait. Physiquement, il voyait les traces du corps qui faisaient des empreintes en fait dans son lit. Là, le gars commence à me sortir ça. Là, je le regarde. Enfin, j'étais au téléphone, je suis plutôt là je me dis mais mais c'est chaud. Mais je lui dis mais est-ce que tu te rends compte que là c'est un film d'horreur là dont tu me parles? Et il me dit oui, je sais pas quoi faire, je suis paniqué et en plus de ça donc l'entité qui dormait à côté de lui, il entendait l'entité respirer. Donc il sentait l'entité qui respirait, tout ça et tout. Et il m'a dit qu'il s'est mis à paniquer. Quand il a vu ça, il a sauté de son lit, il s'est enfermé en fait dans ses toilettes et il a eu du mal à sortir pendant un certain temps. Et il a mis des encens là, des petits encens bâtonnets pour essayer de chasser l'entité. Mais il m'a dit que depuis ce jour-là, toutes les nuits maintenant, c'était devenu des cauchemars pour lui. Donc il se voyait maintenant assailli dans ses rêves par des entités démoniaques qui venaient le griffer. Le type, il se faisait donc bastonner dans ses rêves et tout. Et là, quand le gars me raconte ça, dans ma tête, je me dis, mais les gars, vraiment, ici, ils s'ennuient. Déjà, lui-même, sa propre vie même, il avait déjà des problèmes et il est parti sans chercher. Encore pire, alors qu'il n'avait pas besoin de ça, quoi. Bon, le gars m'a dit ça, bon, moi, ça m'a fait de la peine. Donc, je me suis décidé, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même essayer de l'aider un peu. Donc, depuis là, donc, j'accompagne le gars. Donc, je lui ai donné des prières à faire, je lui ai donné des bains et tout et tout. Par contre, moi, je lui ai expliqué, moi, je veux pas mettre ma main dans tes histoires, d'accord? Tu te débrouilles seul. Moi, je te donne la méthodologie pour te débarrasser en fait des conneries que tu es parti faire. Donc, tu fais le nécessaire de ton côté. C'est toi qui vas faire les prières. Les bains, à la rigueur, je t'explique comment on fait. Si tu veux, bon, je peux prier dessus et éventuellement les charger magnétiquement et ensuite après, tu te débrouilles. Mais moi, je mets pas mes mains là-dedans. Surtout que j'avais déjà prévenu le gars. Donc, je lui ai donné des bains à faire, le mec il fait ses prières, il va de temps en temps à l'église, etc. Et il se fait aussi en même temps aider par d'autres prêtres et tout. Et donc depuis en fait sa situation s'est arrangée, quoi. Ça va beaucoup mieux. Bref, voilà, en fait tout cela pour, la morale en fait dans cette histoire, c'est ça. Je crois que il y a beaucoup de gens, enfin je vois ça hein, sur internet, il y a beaucoup de personnes en fait qui deviennent de plus en plus fascinées par le côté spirituel et qui veulent se lancer en fait dans des expériences entre guillemets mystiques et tout ça, etc. Bon, en ce qui concerne le voyage astral, oui, c'est bien beau. C'est vrai qu'effectivement, quand on est bien préparé, et je dis bien préparé, effectivement, quand on est bien nettoyé, tout ça, etc., l'expérience peut être effectivement, on peut avoir de très bonnes expériences. Mais ceux qui veulent le faire sans grande préparation en arrière et juste pour s'amuser ou juste par curiosité, faites gaffe. Franchement,
il y a de très très gros dangers derrière ça. Hein. On ne sait pas, vous savez pas dans quelle zone vous allez aller, les entités que vous pouvez rencontrer et surtout les entités qui vont vous coller après par la suite. Voilà, c'était juste pour mettre en garde les personnes qui veulent faire des expériences comme ça. Voilà. Donc, mon histoire se termine. Partagez, likez, abonnez-vous. À bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Salut DMG, salut toute la famille DMG, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens vous dire quelque chose, un phénomène qui se passe aussi sur les réseaux sociaux que j'ai remarqué. C'est des arnaqueurs là qui se passent pour prêtres. C'est-à-dire, vous voyez certaines personnes là sur les réseaux sociaux, là, sur Facebook comme ça, ils sont habillés comme des prêtres. Quand vous les voyez, prime abord, vous savez que c'est un prêtre catholique. Il va dire là que je suis un prêtre. Ils ne disent jamais de quelle église ils sont. Ils vont dire je suis serviteur de Jésus-Christ. Ils disent je suis serviteur de Jésus-Christ. Mais quand vous regardez, prime abord, vous pensez que il est catholique. Parce que vous voyez, derrière lui, il y a l'image de la Vierge, il y a l'image de Jésus. Sur son bureau, il y a une croix. Et il est habillé comme un prêtre. Il porte les soutanes, parfois les chasubles, parfois il porte les robes des prêtres avec longue manche la noire ou bien en blanc. La longue robe blanche avec les longues manches là. Parfois ils sont en civil. Et ils parlent du rosaire. Il y a des femmes qui prient souvent le rosaire le matin. Dans son speech, quand il va parler, soyez seulement vigilants à ce qu'ils disent. On va prier le rosaire, il parle du rosaire. Et quand il fait il poste ses messes, je ne sais pas si on va appeler ça messe, où il donne la communion aux gens. Or, on sait que quand on donne la communion dans les calices là, c'est les prêtres qui le font. Ils donnent les communions dans les calices et ils font la confession. Et le prêtre a parlé de confession, il parle de confession, de communion, de messe, du rosaire. Ça, c'est catholique. Bon, moi je parle de ça parce que j'ai vu certains prêtres là et puis ils arnaquent, ce sont les arnaqueurs, ils viennent vous arnaquer. Mais vous allez, comme c'est online, vous pensez que non, c'est les vrais prêtres. Même les gens qui sont même sur place dans les mêmes villes où ils sont, ils vont vous donner rendez-vous par exemple. Ils ne vont jamais vous recevoir dans une paroisse. Les prêtres, les vrais prêtres vivent en paroisse. Ils ne vont jamais vous donner rendez-vous dans une paroisse. Ils vous donnent rendez-vous dans une maison qu'on a louée quelque part. Comme ça, vous voyez, il y a des bureaux. Il y a un truc qu'on a aménagé comme une librairie. On vend les livres. Eux seuls, ils savent ce qu'ils font là-bas. Et ils disent toujours qu'ils sont les prêtres de Jésus-Christ. Et ils se font appeler mon père. Comme on appelle les prêtres catholiques mon père. Et quand il te parle, il dit ma fille, mon fils. Hein? Et si dans d'autres villes, ils vont vous recevoir dans les auberges, un prêtre pas chercher quoi à l'auberge. Dans les motels, les endroits où on loue là, oui, ils sont là et c'est là qu'ils donnent rendez-vous aux gens parce qu'ils essaient de partir un peu partout dans les différents lieux comme ça pour arnaquer les gens. Et ils parlent toujours de sorcellerie. Ils n'évangélisent jamais. Mais la mission d'un prêtre, c'est d'évangéliser. C'est d'amener les gens à changer. Donc, ils n'évangélisent. Ils sont en train de parler des sectes pernicieuses. Et les sectes, les démons, les attaques mystiques, les envoûtements, les loges. Oh, ceci. Quand tu parles aux voix, même si tu n'as pas les problèmes, ils t'ajoutent les problèmes dans ta vie. Et la finalité, c'est quoi? L'argent. Ils vous prennent beaucoup d'argent. Mais vous les voyez habillés comme les prêtres. Quand on dit rosaire, hein, on dit rosaire, on dit messe, communion, confession. Vous pouvez seulement penser, surtout online, ils prennent beaucoup de gens online. Payez, je vais faire la messe. Une messe c'est 2500, comme vous lui avez à raconter vos histoires, ils vous racontent comment vous êtes, vous avez les problèmes, vous avez les attaques. Ils sont toujours en train de dire comment les attaques mystiques. Même si vous n'avez pas de problème, ils ne peuvent pas bien vous orienter, ils veulent toujours vous faire comprendre que vous avez un problème et ils finissent toujours par demander l'argent et ils demandent beaucoup d'argent. Je veux seulement être bref, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus. Ils vont parfois jusqu'à demander jusqu'à 500 000, 1 million à certaines personnes, les gens qui donnent. Et ça ne marche pas. Quand tu reviens là, c'est des problèmes. Il faut faire attention à ces gens-là. Demandez-leur que c'est dans quelle église. Parce qu'ils ne donnent jamais le nom de leur église. Ils font seulement donner un nom bizarre comme ça. Ils ne disent jamais. Mais ils font semblant d'être des prêtres catholiques.
Surtout leurs clients qui les contactent seulement online, là, vous êtes sûr qu'il est catholique. Mais si vous regardez bien, ils ne sont pas catholiques. Attends, un prêtre est là pour évangéliser, parler de l'évangile, il parle de l'évangile. Vous allez même voir online, les prêtres vont toujours prendre un thème qu'ils vont développer. Eux, ils vont toujours parler de la sorcellerie. Et un peu là, ils développent ils prennent une petite partie de l'évangile, ils ne parlent pas beaucoup, ils reviennent sur la sorcellerie. Hein? Les cacas, les sorciers se nourrissent des cacas, les sorciers se nourrissent des urines. On ne peut pas passer autant à effrayer les gens comme ça. Le diable n'est pas possesseur de ce monde-ci. Si le diable était très fort, c'est qu'aucun être humain ne vit sur la terre. Donc, faites attention et ils vous demandent beaucoup d'argent. Ils effraient les gens. Oh, tes enfants ont ceci par rapport à ce que tu leur racontes. Comme toi, tu penses que c'est un prêtre, ce que tu leur racontes, il te fait croire que vraiment, vous êtes en danger. Et pour arranger le danger, là, ils prennent toujours l'argent. C'est comme ça qu'ils prennent l'argent. Hein? Les prêtres catholiques vivent en paroisse. Vous allez même voir les prêtres catholiques. Et ces faux prêtres-là, vous n'allez jamais voir là où ils évangélisent. Là, ils font le baptême. Là, ils font les premières communions. Là, ils font les confessions. Là, ils célèbrent les mariages. Ça, c'est les vrais prêtres. Des églises. Bon, moi, je pense pas des prêtres. Je ne sais pas ce que je connais. Les pasteurs, vraiment, excusez-moi, je ne connais pas. C'est juste pour sensibiliser les gens par rapport aux prêtres qui arnaquent les gens. Et dit que vous ne pouvez pas, si vous ne regardez pas bien comme ça, on l'envie sûr que c'est un prêtre. Mais je ne suis jamais partie là où ils reçoivent les gens. Mais j'ai une personne qui est allée là-bas. C'est la personne qui m'a donné la confirmation que il a pris rendez-vous dans un auberge. Une autre personne est partie dans une maison qu'ils ont louée. Hein? Et quand tu arrives là, tu penses les prêtres, la façon qu'ils sont habillés. Mais ils ne sont pas en paroisse. Faites très attention, les prêtres vivent en paroisse. Si vous avez besoin, vous avez un problème, allez dans n'importe quelle paroisse. Il y a les paroisses, et quand vous entendez le nom, vous allez entendre les noms des paroisses. Vous allez connaître que ça, c'est une paroisse. Quand vous entendez, par exemple, que Église Saint-Pierre, Église Saint-Paul, Saint-Jean, Christ-Roi, Sacré-Cœur. Vous savez, les églises catholiques ont les noms. Et ils vivent en paroisse, c'est-à-dire que là où il y a l'église, il y a le presbytère, c'est là où le prêtre habite. Et il y a un secrétariat paroissial. Vous allez au secrétariat, vous posez votre question, là-bas au secrétariat va vous orienter, va vous donner un prêtre qui va vous suivre. Hein? Un prêtre vous demande l'argent, c'est pour acheter le matériel dont il a besoin pour faire votre travail, si jamais il a besoin du matériel. Et les prêtres ne demandent pas l'argent. Normalement, c'est toi, tu donnes ce que tu veux. Parce que les prêtres vivent grâce aux paroissiens, non? C'est les paroissiens qui maintiennent les prêtres. Donc, tu lui donnes un don que toi-même tu veux. Pas que quelqu'un te dit là qu'une messe est 2500, tu dois faire la messe pendant un mois. Tu donnes, ça part dans les 75 000. Après, tu te dis que non, il faut faire les dons. C'est lui-même qui doit prendre l'argent là pour aller donner à l'orphelinat. Il te fait, tu verses 300 000. Ils finissent les familles comme ça. Soyez très prudents avec eux, c'est ça que je voulais vous dire. Donc les prêtres là, qui ne sont pas en parole, ils disaient qu'on est sur online. Il y a des choses que je ne peux pas trop dire parce que je ne veux pas que DMG ait les problèmes. Mais soyez vigilants, regardez bien ces prêtres-là, demandez-leur que vous êtes dans quelle paroisse. Les prêtres vivent en paroisse. Je suis prêtre exorciste. Et ce ne sont pas des prêtres exorcistes. Et puis, c'est comme ça que les gens vont dire que, oh, il y a les prêtres qui sont les voleurs, ils escroquent les gens. Ce ne sont pas les vrais prêtres. C'est les gens que parfois ils sont partis au séminaire, on les a renvoyés. Comme ils vont à tout pour être prêtres, ils sont partis fonder quelque chose. Il y a des choses là dehors, beaucoup de choses là, qu'ils imitent les églises, même qui sont vraiment bien installées là. L'église catholique, c'est l'une des églises les plus organisées du monde. C'est que vous allez voir, ils ont les maisons partout. Un prêtre ne peut pas rester dans un motel, dans une auberge, dans une villa. Ils sont là pour arnaquer les gens. Vraiment, ce que je voulais vous dire. Soyez prudents avec ces histoires-là. Que les gens sont toujours en train de vous dire que vous avez les problèmes, c'est quoi? C'est vrai que les gens ont les problèmes, mais il ne faut pas qu'ils exagèrent. L'argent, c'est comme ça qu'ils mettent les familles à terre. Ruiner toute une famille comme ça. Bon, ok, merci, au revoir. J'espère que j'ai suffisamment déjà trop parlé. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bonjour DMG, bonjour à la famille DMG. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est toujours un plaisir d'écouter aussi les histoires de mystiques qui passent sur la chaîne de DMG.
Vraiment, et je reviens encore avec une autre histoire. Quand on raconte une première, on prend goût et on veut encore raconter plein d'autres. Donc, je viens avec cette histoire qui se passe ici à Kinshasa. C'est l'histoire d'une jeune dame. Au fait, elle a même donné son témoignage en plein réseaux sociaux et ça a été vraiment viral dans les réseaux sociaux ici à Kinshasa. Donc, je voulais raconter cette histoire qui a une moralité pour ces personnes qui aiment bien la vie de nuit, les boîtes de nuit et surtout qui ne se couvrent pas par la prière. Donc, l'histoire est comme telle. Cette jeune fille, c'est une fille qui cherchait un moyen de vivre. Alors, elle était prête à faire n'importe quel travail. Bien sûr, elle ne voulait pas se lancer dans la prostitution et autres. Alors, elle est partie chercher un travail dans une boîte de nuit. Et dans cette boîte de nuit-là, on l'a pris comme serveuse. Elle a commencé à travailler, Le temps qu'elle a passé là, elle avait remarqué que à chaque 2 heures du matin, il y avait un groupe de 4 filles qui entraient dans la boîte de nuit là pour s'amuser un peu. Et la façon dont elle décrivait ces filles, elles étaient belles, toujours bien habillées, bien parfumées. Elles avaient des voitures très très luxueuses, donc elles étaient tout le temps au top. Et ce qu'elle remarquait, c'était que ces filles-là, vers 4 heures du matin, elles se choisissaient des hommes, elles s'en allaient. Et après un certain temps, ces hommes-là ne se faisaient plus voir. Bon, c'est peut-être qu'ils se disaient, ok, la dame se disait peut-être qu'ils ont voyagé, peut-être qu'ils sont partis ailleurs. Mais voilà maintenant que Dieu avait permis qu'elle connaisse la vraie histoire. Alors, il y a un jour où la fille en question, elle ne se sentait pas bien. Et quand elle est venue au boulot, parce qu'il commençait très tard la nuit et terminait très tôt le matin, quand ils sont venus au boulot, ces filles-là aussi sont venues, ce groupe-là de 4 filles sont venues. Mais elle avait demandé la permission vers 3 heures de rentrer. Bon, elle rentrait comment? Il y avait un motard qui venait la chercher et la ramener chez elle. Un motard avec qui elle côtoyait bien. Et se côtoyait bien. Et ce motard-là avait accepté de venir la chercher et de la déposer à ses heures tardives, là, quand elle termine, ou bien au petit matin. Et elle le payait. Alors, ce jour-là, elle ne se sentait pas bien. Et comme elle parlait aussi avec ces filles-là, elle ne servait pas. Et ces filles-là ont demandé, mais pourquoi, disons qu'elle s'appelait Maria, pourquoi est-ce que Maria ne nous sert pas aujourd'hui? Et la collègue de Maria a dit non, elle ne se sent pas bien. Ah, ok, et une des filles s'est proposée de l'accompagner. Et quand cette fille-là s'est proposée de l'accompagner, il y avait aussi un garçon qui était un habitué de la boîte, qui était avec la fille en question. Alors, vers 4 heures, ils se sont mis en route. Et avec elle, il y avait 3 personnes dans la voiture. Elle, le garçon et la dame qui conduisait. Alors, elle habitait dans un endroit où là où est-ce que la dame et le garçon étaient en train de partir, c'était plus loin. Donc, on devait la déposer, elle, en cours de route. Mais quand elle est entrée dans la voiture, elle a senti une certaine lourdeur et elle s'est endormie. Quand elle s'est endormie, et le temps qu'elle sursaute, elle a constaté qu'ils avaient déjà dépassé chez elle et ils se dirigeaient un peu plus loin de son quartier. Alors, elle a commencé à dire à la dame, mais tu m'emmènes où? Tu étais censée me faire descendre à l'endroit où je t'avais demandé. Et la dame qui disait, non, c'est pas grave, n'aie pas peur, je vais revenir te déposer, on part d'abord là où on va. Et la fille s'est sentie un peu en insécurité parce qu'elle avait remarqué que le garçon était comme hypnotisé, il ne disait plus rien. Alors, chanceusement pour elle, elle a vu des motards venir. 2 ou 3 motards comme ça. Et elle a eu, disons, ce réflexe-là de descendre la vitre et de crier. Elle a commencé à crier, elle a descendu la vitre, elle a commencé à faire des grands gestes de main. Et les motards l'ont vue. Et ils sont venus, ils ont carré la voiture. Alors, quand ils ont carré la voiture, ces motards-là maintenant disaient à la dame, fais descendre cette fille-là. Apparemment, elle est en insécurité. Mais ce qui était étonnant, la fille dit que le garçon ne disait absolument rien. C'est comme quelqu'un qui était dans un état second.
Et cette fille-là, je crois qu'elle est un peu prise de peur, elle a fait descendre la fille. Quand elle a fait descendre Maria de la voiture, et les motards, là, ils ont commencé un peu, les Quinois, ils sont un peu chauds hein, dans leur manière d'agir. Les motards ont commencé à la cribler d'injures et tout, à la menacer un peu. Et Maria a dit non, 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 allons. Mais il y a un garçon qui est resté là, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Alors les motards ont dit, bon, comme le garçon n'a rien dit, peut-être qu'il est consentant avec la fille. Toi, viens, on te ramène. Et elle est montée sur une moto, mais ils ne sont pas allés très loin. Ils ne sont pas allés très loin parce que quand ils étaient en train de monter sur la moto, la fille là aussi était en train de faire descendre le garçon. Et là où ils étaient partis, c'était, on appelle ça, dans notre langue, on appelle ça Nzela Mai, donc pour dire que c'était tout juste la route qui était à côté du fleuve. Donc quand il y a une route qui mène vers un autre quartier ici à Kinshasa, quand vous roulez, vous voyez le fleuve, vous voyez même Brazzaville en face là-bas. Alors, quand elle est montée, Marie est montée sur la moto, ils ont commencé à partir. Elle a pris maintenant ce réflexe de se retourner. Elle se retourne, elle voit la dame en train de prendre le garçon par la main et ils étaient en train de descendre vers le fleuve. Ah, à cette heure-là. Alors elle a dit au motard, arrête-toi parce que ce que je suis en train de voir là-bas, ce n'est pas clair. Le motard s'arrête et eux deux se retournent. Plus de voitures, plus de femmes et plus de garçons. Là, ils sont passés, on ne sait pas. Ils ont été pris de peur et le motard s'est éloigné de ce lieu-là. Et la dame dit que le lendemain, elle était tellement dérangée et pensive, elle se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai vu cette nuit? Elle va maintenant au boulot. Et au boulot, on avait remarqué qu'une de ses collègues avait remarqué qu'elle était pensive. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi et tout? Elle a dit, ah, j'ai vu des choses, mais je te raconterai après. Je te raconterai après le boulot. Alors, à 2 heures du matin, tapant. Maintenant, elle ne voit plus un groupe de filles, mais elle voit un groupe de 4 garçons entrer. Ah, ça l'a tiqué. Mais elle s'est dit non, peut-être que c'est juste une coïncidence. Elle a continué son boulot. Mais il y avait sa collègue maintenant qui est partie côtoyer ces garçons-là. Et à un moment donné, vers 4 heures du matin, Maria a commencé à chercher sa collègue. Sa collègue n'était plus là où est-ce qu'elle était en train dans son poste de travail. Elle va maintenant demander à un des 4 garçons-là, mais où est ma collègue qui était ici et tout? Et le garçon lui répond, non, elle est partie avec notre amie. Ils sont partis en chambre. Et ils sont partis coucher ensemble. Ah! Bon, elle s'est dit, ok, d'accord, c'est sa vie à elle, moi je continue mon boulot. Et vers, je crois, 5 heures, la fille est descendue. Quand la fille est descendue, elle a dit, mais toi tu étais où? Elle dit, non, il y avait un des garçons là, je l'ai trouvé beau, il m'a proposé de coucher avec lui et j'ai accepté. Et Maria qui demande à sa collègue, tu as accepté pour combien? Elle dit non, il m'a donné 1500 $. Mais curieusement, en allant dans la chambre là-bas, on n'a pas couché, il a juste enlevé sa chemise et derrière, j'ai vu qu'il avait il avait des blessures, il avait des plaies qui avaient déjà, qui pourrissaient presque, il y avait des bestioles et tout. Et ce qu'il m'a demandé, il m'a dit, lèche-moi seulement, ne fais pas trop, lèche-moi seulement. Alors Maria demandé à sa collègue, donc tu as léché ce dos-là? Il dit, oui, j'ai léché pour 1500, j'ai léché, c'est peu de choses. Quand j'ai léché, je suis partie aux toilettes, j'ai juste revomi tout ça. Et c'est tout, j'ai mes 1500 $. Ok. La journée est passée. Le lendemain, ils reviennent au boulot. Maria qui vient, elle ne trouve pas sa collègue. Alors le chef qui l'appelle, qui dit, aujourd'hui, en tout cas, tu vas redoubler ton service parce que ta collègue nous a appelé pour dire qu'elle est malade. Elle est malade. Et ça s'est passé comme ça pendant 3-4 jours. Le 5e jour maintenant, on vient apprendre au chef de cette boîte-là que la collègue là de Maria est décédée. Et c'est par là maintenant que Maria a compris qu'il y a des choses qui se passent pendant la nuit. Parce qu'elle disait qu'il y avait des garçons qui venaient, il y avait des habitués de la boîte. Mais à un moment donné, là, vous ne les voyez plus et vous ne savez pas où est-ce qu'ils sont passés. Et maintenant, elle a eu cette grâce-là d'avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Et elle a réellement vu ce qui s'est passé. Donc, il y avait des gens qui venaient dans la boîte qui n'étaient forcément pas des gens, mais des esprits et qui s'en allaient avec des humains.
Donc, la moralité de l'histoire, c'est ceux qui aiment bien la vie de nuit, là, faites attention parce que le monde est devenu tellement méchant. Maintenant, ce n'est plus avant, on calculait juste, tu vois, on se dit, les sorciers de la famille ne peuvent que puiser dans la famille. Mais maintenant, là, c'est international. Vous pouvez même aller chez les voisins, vous pouvez même aller chez les inconnus. Donc, c'est mieux de donner notre vie à Jésus, de prier, de nous couvrir dans le sang de Jésus, parce que vraiment, le dehors, là, est vraiment, vraiment gâté. Donc là, c'était mon histoire. J'ai paraphrasé pour ne pas être trop longue. Voilà. Merci DMG, porte-toi bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous allez écouter ce voice, à toute la communauté de DMG TV, à l'équipe de DMG, je vous salue. Je suis un citoyen ouest-africain qui vit en Occident depuis quelque temps pour des raisons d'études supérieures. Donc, je tenais à partager aussi mon témoignage. Je vous suis sur YouTube depuis plus d'une année. Donc, j'ai voulu aussi aujourd'hui vous faire part de mon témoignage. Donc, je suis ici dans une petite ville en Occident et je travaille dans un restaurant qui est à 25 minutes de marche de chez moi. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher, même si je ne fais pas beaucoup de sport, mais j'aime beaucoup marcher, je marche beaucoup. Et donc, je préférais marcher les 25 minutes aller, 25 minutes retour, ça me faisait plaisir, je marche beaucoup. Et donc, pendant l'été, il y a plus de travail au niveau des restaurants. Et donc, des fois, y arrivait, j'étais des fois au niveau du bar. Et on fermait à 2h du matin. Et donc, quand on ferme à 2h du matin, on fait les mises en place, le nettoyage, tout ça, ça prend du temps. Des fois, on sort là-bas à 3h et quelques. Des fois, on s'assoit là-bas pour discuter un peu. Parce que le lendemain, je travaillais le soir et pas le matin. Et donc, un jour, je rentrais, je quittais là-bas au niveau du restaurant vers les coups de 3h, 4h moins. La ville, la route était pratiquement vide. J'ai croisé personne sur la route. Je ne croisais personne quand je marchais. Et je continuais mon chemin. Il faut dire que quand je rentre, je passe certains parcs. Je passe d'abord une première parc là-bas, et qui est non loin de la plage. Et après, je dois rentrer dans un autre parc plus grand où il y a beaucoup d'arbustes. Donc, il fallait du courage pour passer là-bas à certaines heures parce qu'il fait très sombre, il n'y a plus de lumière là-bas. À certaines heures, on coupe toutes les lampes. À 1h du matin, on coupe les lampes. Et donc, des fois, il m'arrivait, quand je rentre là-bas, de chanter des cantiques pour pouvoir prendre courage et passer au niveau du parc. Sinon, j'allais faire un grand tour. Et donc, à ce jour, quand je rentrais, comme je le disais, je rentrais et je marchais tranquillement. Et de loin, j'ai aperçu une personne, un être qui est assis sur un banc public. Il était à quelques centaines de kilomètres, quelques mètres, devant moi. Quelques mètres devant moi, je continuais à marcher. Je me disais dans ma tête, ça m'intriguait. Je me disais, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'un homme peut faire là-bas, assis à cette heure-là de la nuit, à 4h moins, or que là-bas, tout seul, si c'était deux au moins, mais c'était juste une seule personne, alors qu'en face, il n'y a rien, c'est juste un petit bosquet, et après le petit bosquet, il y avait la mer, et derrière, c'était un immeuble d'HLM. À cette heure-là, tu vois personne à cette heure-là, là-bas. Personne ne s'assied là-bas, à 4h moins, c'était pas possible. Et moi, du coup, je continuais à marcher. Et comme je continuais à marcher, à un moment donné, j'ai entendu une voix. Une voix, c'est pas une voix audible, mais une voix dans mon intérieur, dans mon esprit,
une voix qui m'a dit pour la première, j'ai entendu la voix qui me dit la personne qui est assise là-bas, c'est un homme. Excusez-moi du terme, un homme. Et donc j'ai continué. Quelque part encore, j'ai entendu une autre voix. Une autre voix. Et cette voix encore me disait que la personne qui est assise là-bas, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain, mais c'est un démon, carrément. Quand j'ai entendu cette deuxième voix qui me disait que la personne qui était assise là-bas, ce n'est pas un être humain, mais c'est un démon. J'avais la chair de poule partout et la peur a commencé à envahir mon corps. Mais j'ai pris courage, je continuais à marcher. Je n'ai pas assez de changer de voie, je continuais à marcher. Et quand je suis arrivé au même niveau où la personne était assise sur cette banc publique, j'ai essayé de tourner ma tête sur mon côté, sur le côté droit, parce que la personne était assise sur mon côté droit, pour regarder la personne, parce que la personne avait une morphologie, la morphologie d'un homme, mais elle était habillée comme les jeunes filles aiment s'habiller quand elles partent en boîte de nuit, une très petite jupe, une jupette, je peux dire, avec une body. Et la personne, quand j'ai tourné ma tête pour regarder, je ne pouvais pas voir le visage complet parce que les cheveux couvraient les yeux. Je voyais que une bout du nez et la bouche. Et quand j'avais tourné la tête pour regarder le visage de la personne, il y avait la chair de poule qui envoyait tout mon corps. Et je sentais comme j'étais électrocuté. C'est comme si on avait mis du courant électrique sur mon corps. Et j'ai failli tomber au pied de cet être qui est assis là-bas. Je dis encore que tu vois que c'est un homme, mais la voix m'a dit que c'est un démon, pour la deuxième fois, que c'est un démon qui est assis. Et j'ai failli tomber quand j'ai tourné mon tête pour regarder le visage. J'ai failli tomber parce que j'avais la chair de poule partout. Et cette fois-ci, j'ai entendu pour la troisième fois, une autre voix, mais cette fois-ci avec des passages bibliques dans les psaumes. C'est dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand j'ai entendu ce passage des psaumes, toute la peur, toute la peur et toute cette chair de poule qui était en moi avait disparu en un instant. Et moi qui étais sur le point de tomber, j'étais à un moment donné comme s'il n'y avait rien, il y avait un rue et je chantais plus la chair de poule ni la peur. Quand j'ai entendu ce passage des psaumes, et je continuais à marcher, et je regardais derrière, j'ai vu la personne toujours assise et faisait des manières. Il faisait comme l'impression il voulait me regarder. Moi aussi, j'ai continué à marcher et je suis rentré au niveau du parc et je continuais à glorifier Dieu, à chanter des cantiques et arrivé à la maison, je me suis mis à genoux. J'ai remercié le Seigneur de m'avoir délivré, de m'avoir épargné, de m'avoir secouru à cet instant. Et vraiment, c'était une expérience, c'était vraiment rapide, mais c'était vraiment quelque chose. J'ai échappé à la mort. N'eût été le secours de l'Éternel, je ne serais pas là à vous faire cette vocale. Merci à tout le monde.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.